Bien, bonjour les terminales. Eh bien, aujourd'hui, je vous accueille avec un extrait du film Apocalypse Now sur, vous l'avez deviné, j'espère, la guerre du Vietnam, ce qui tombe bien puisque c'était l'exercice sur lequel vous deviez travailler, du moins de l'Indochine à la guerre du Vietnam, puisque nous nous intéresserons aujourd'hui, entre autres, à un conflit qui met aux prises indirectement les deux blocs pendant la guerre froide, donc la guerre du Vietnam où les États-Unis soutiendront le Vietnam du Sud contre le Vietnam du Nord communiste, lui-même soutenu par des puissances communistes comme notamment la Chine et indirectement aussi l'URSS. Alors nous étions arrêtés au petit C hein, dans le cadre de la décolonisation. On avait vu que d'abord cette décolonisation avait surtout démarré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'abord en Asie, puis en Afrique du Nord, puis en Afrique noire, hein. C'est-à-dire qu'aux alentours de 1960, la plus grande partie du continent africain est décolonisée. Et donc on s'est arrêté sur le cas du Moyen-Orient, hein, une région à fort enjeu, avec principalement deux enjeux, hein, des enjeux géostratégiques avec la présence de canaux ou de détroits très important pour le commerce mondial, notamment le canal de Suez en Égypte, et la présence d'hydrocarbures, hein, principalement de pétrole et de gaz, qui font de cette région une région hautement stratégique dans laquelle la création d'un État juif au milieu d'une pléiade d'États arabes allait être une source constante de déstabilisation de cette région. Et je vous avais dit que du moins on s'était arrêté là, hein, c'était justement pour ces enjeux stratégiques, le pétrole et la présence de détroits et de canaux stratégiques, que les deux grands, pendant la guerre froide, allaient s'intéresser à cette région. Alors les États-Unis s'y intéressent dès l'année 1940, hein, puisque les États-Unis signent un traité avec l'Arabie Saoudite, hein, c'est le pacte du Quincy en février 1945, hein, c'est-à-dire au retour de la conférence de Yalta. Eh bien, Roosevelt va rencontrer le roi d'Arabie Saoudite et un accord va être passé selon lequel eh bien, les États-Unis protégeront la dynastie saoudienne et en échange s'assureront d'un accès privilégié au pétrole saoudien. De même, les États-Unis vont intervenir, par exemple, en Iran, hein, qui en 1953, par l'intermédiaire de leur Premier ministre Mossadegh, vont nationaliser leurs exploitations de pétrole, hein, qui étaient principalement aux mains d'entreprises anglaises et américaine, donc ça va être nationalisé. Évidemment, cette nationalisation va fortement déplaire aux Américains qui, par le biais de leur service secret, la CIA, vont renverser ce dirigeant iranien Mossadegh et mettre sur le trône un empereur qui s'appelle le Shah d'Iran, qui va être entre guillemets à la solde des Américains jusqu'en 1979, où le Shah d'Iran sera remplacé par une révolution islamique dirigée par l'ayatollah Khomeini. Donc la guerre froide, c'est un affaiblissement de l'influence européenne dans le monde, et notamment au Moyen-Orient, au profit des deux grandes puissances. Et donc, pendant la guerre froide, eh bien, on va voir l'affirmation de ce qu'on va appeler le tiers-monde, d'après cette notion inventée par le sociologue français Alfred Sauvy, en référence avec ce qu'avait été le tiers-État pendant la Révolution française, hein. Vous savez, il y avait la noblesse, le clergé et tout le reste, c'était le tiers-État. Eh bien, pendant cette période géopolitique, vous avez le bloc de l'Est autour du RSS, le bloc de l'Ouest autour des États-Unis et tout le reste qui représente quand même finalement la plus grande partie des pays du monde et qui, comparativement, comme le tiers-État n'a aucun pouvoir ou très peu et qui aspire à en avoir, eh bien, il va parler de tiers-monde. Et la naissance de ce tiers-monde, qui est issu principalement de pays qui vont être décolonisés dans les années 50-60, eh bien, il va complexifier l'ordre bipolaire qui était instauré entre les deux grands. Et cette complexification va prendre particulièrement sa source dans la décennie 1953-1962.
Donc cette décolonisation, elle va ouvrir de nouveaux terrains d'affrontement, hein, notamment l'Est et l'Ouest, donc le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest vont s'affronter au Sud, hein, dans plusieurs pays du Sud, et notamment, ben, on va le voir, en Indochine, puis dans ce qui s'appellera le Vietnam, et c'est ce qu'on verra donc dans le petit A, en Asie, de la guerre d'Indochine à la guerre de Vietnam. Et c'était justement l'objet d'un travail que vous aviez à faire, un travail à partir d'une vidéo relativement courte, 4 minutes 30, un travail à partir de 5 dates, 1945-46, 1954, 1964, 1968 et 1975. Donc, on vous demandait, du moins je vous demandais de compléter une fiche à l'aide d'extraits vidéo, hein, et de répondre à cette problématique suivante. Comment la guerre d'Indochine associe-t-elle guerre de décolonisation, puisque c'est la volonté de se séparer de la France, hein, et d'obtenir son indépendance, mais aussi comment elle associe aussi la guerre froide, c'est-à-dire comment ça va être à la fois au début une guerre de décolonisation, puis comment cette guerre de décolonisation va s'inscrire sur le long terme dans ce qu'on va appeler la guerre froide. Donc la première date, c'est la date de 1945 ou 45-46. Et donc à l'aide de l'extrait vidéo, vous deviez noter que Ho Chi Minh, donc le leader indépendantiste fondateur d'un parti indépendantiste vietnamien d'obédience communiste qui s'appelle le Viet Minh, ce Ho Chi Minh qui avait fait ses études en France, hein, et qui avait découvert notamment eh bien, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, qui se disait bah, finalement c'est très bien, effectivement, donc autant l'appliquer chez nous aussi, en Indochine. Donc Ho Chi Minh proclame en 45, ou du moins au départ des Japonais, il proclame l'indépendance du Vietnam, puisque les Japonais, avant de capituler le 2 septembre 1945, ont fait un petit cadeau empoisonné aux Français en disant aux Indochinois qu'ils étaient dorénavant indépendants. Et donc les Indochinois vont effectivement l'entendre de cette oreille et vont proclamer par le biais de Ho Chi Minh leur indépendance. La France ne va pas rester sans réagir, c'est la perle de son empire en quelque sorte. Et donc à partir de 1946, la France rentre en guerre en Indochine contre les troupes du Viet Minh de Ho Chi Minh, cet indépendantiste communiste. Donc ça va être par le biais d'envoi de flottes, et également va être envoyé en Indochine un célèbre maréchal, hein, de la Seconde Guerre mondiale, maréchal français, celui qui avait été le premier à entrer dans Paris, le maréchal Leclerc. La deuxième date, c'est une date importante, c'est la date de 1954. 1954, pourquoi? Parce que la France va connaître une cuisante défaite, une humiliante défaite, qui va être la défaite de la cuvette. Donc une cuvette, c'est en quelque sorte une plaine entourée par de nombreuses montagnes, hein. Et les Français s'étaient barricadés dans la cuvette de Dien Bien Phu en Indochine, et ils vont se faire ratiboisés par les troupes du Viet Minh, donc par les troupes indépendantistes d'Ho Chi Minh. Et ça va obliger les Français à négocier des accords qu'on appelle les accords de Genève, du nom de la ville suisse où ils vont être signés. Et ces accords de Genève vont mettre fin à la guerre d'Indochine et vont surtout permettre à l'Indochine de proclamer son indépendance et notamment d'entraîner la naissance du Vietnam. Parce que l'Indochine va entraîner la naissance du Vietnam, mais aussi la naissance du Cambodge et la naissance du Laos, de plusieurs pays en fait qui constituaient l'Indochine. Donc c'est la fin de la guerre d'Indochine 1954, date importante. On pourrait dire c'en est fini pour cette région du monde. Eh bien non, car à la guerre d'Indochine va succéder pratiquement immédiatement ce qu'on va appeler la guerre du Vietnam. Et donc dans un deuxième temps, je vous demandais de répondre à la problématique suivante, à partir de 3 dates. En quoi la guerre du Vietnam est à la fois une guerre nationaliste et un conflit de la guerre froide? Donc, la première date que je vous avais mise en exergue, c'était la date de 1964. 1964, il y a les États-Unis qui s'engagent officiellement dans la guerre du Vietnam, et guerre du Vietnam qui va durer 9 ans jusqu'en 1973. Alors, ils s'y engagent afin d'empêcher une réunification du pays, car le Vietnam était divisé en deux parties, hein. Le Vietnam du Nord était sous l'influence d'Ho Chi Minh, était la partie dominée par les communistes, alors que le Vietnam du Sud était un régime dictatorial, mais qui était favorable aux Américains. Donc évidemment, les Américains, dans un contexte de guerre froide, soutenaient le Vietnam du Sud. Donc quand le Vietnam du Nord commence à se montrer menaçant et souhaite réunifier le pays
en faisant un pays communiste, eh bien les États-Unis se décident de soutenir militairement leur allié du Vietnam du Sud. Et ils veulent empêcher cette réunification au profit du Nord communiste, qui est soutenu évidemment par la Chine, mais aussi par l'URSS, car ils veulent éviter ce qu'on appelle la théorie des dominos. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu hein, dans des émissions, même à la télé, où on met des dominos les uns à côté des autres. Et en fait, si vous en faites tomber un, ça fait tomber l'autre, qui fait tomber l'autre, qui fait tomber l'autre, et ensuite ça fait toute une chaîne. Eh bien, les États-Unis avaient peur qu'en Asie, si par exemple le Vietnam tombe aux mains des communistes, eh bien ça puisse entraîner, pourquoi pas, la contamination je sais pas moi, de l'Indonésie ou des Philippines ou du Cambodge voisin, et que de fil en aiguille, en fait, il y a de très nombreux pays d'Asie qui tombent aux mains des communistes. Donc, partant de ce principe-là, hein, c'est toujours la politique du containment, de l'endiguement, il faut empêcher le communisme de se propager dans la région. Donc les États-Unis s'engagent militairement du côté de l'armée du Sud-Vietnam contre ce qu'on appelle le Viet Cong, qui est le Front national de libération, hein, un mouvement de guérilla nationaliste appuyé par le Vietnam du Nord communiste, qui lui-même est allié évidemment aux communistes soviétiques et chinois. Nouvelle date importante, hein, 1968, une année très importante également en France, dans le domaine social et dans le monde. Et 1968, alors que les États-Unis annoncent qu'ils sont prêts à gagner la guerre, a lieu une formidable offensive qui s'appelle l'offensive du Tet. Donc la fête, le Tet, c'est une fête religieuse très importante au Vietnam, où normalement on fait la trêve. Et en 1968, le Viet Cong va profiter de cette trêve pour attaquer des villes du Sud-Vietnam et des bases américaines, pour en fait montrer que la guerre est loin d'être gagnée et que les États-Unis ont encore fort à faire. Donc le Viet Cong, en lançant cette offensive massive, va prouver à l'opinion publique, et notamment l'opinion publique américaine qui est de plus en plus hostile à cette guerre, sa capacité à agir jusque dans le cœur du dispositif militaire américain, puisqu'ils ont agi secrètement jusque dans le Sud-Vietnam, c'est-à-dire très loin de leur base du Vietnam du Nord. À ce moment-là, le nouveau président américain qui s'appelle Nixon va laisser se mettre en place ce qu'on appelle la vietnamisation du conflit. C'est-à-dire que petit à petit, face à cet enlisement américain, eh bien, ce président américain va décider le retrait progressif des soldats américains à partir de 1969, laissant l'armée sud-vietnamienne en fait mener seule la lutte, même si elle est toujours soutenue évidemment militairement, en point de vue armes, par les Américains. Et puis finalement, bah, le Sud-Vietnam va finir par reculer de plus en plus, puis par devoir eh bien, capituler, puisqu'en janvier 1973, des accords sont signés à Paris et qui vont marquer officiellement la fin de l'intervention militaire américaine. Donc pour les États-Unis, c'en est fini de la guerre du Vietnam, qui aura duré 9 ans. Pour ce qui en est de l'unification et de la conquête totale du Vietnam, il faut attendre l'année de 1975 où là vous avez les images très célèbres de la chute de Saïgon. Saïgon était la capitale du Vietnam du Sud, alors que c'est Hanoï la capitale du Vietnam du Nord. Et Saïgon, le 30 avril 1975, tombe aux mains des Vietnamiens du Nord. C'est la fin véritable de la guerre du Vietnam. C'est va être la réunification du Vietnam qui va se faire eh bien, sous la bannière communiste. Donc, euh, alors ici, vous retrouvez deux documents qui sont présents dans le diaporama, hein. Une affiche du Viet Minh, donc le parti indépendantiste vietnamien rouge de la couleur des communistes avec une étoile jaune qui est enfoncée sur un colon français avec le drapeau français qui est cassé, ce qui symbolise bien la volonté d'indépendance. Donc ça, c'était pendant la guerre d'indépendance face aux Français. Et puis vous avez cette photographie extrêmement célèbre qui montre l'atrocité, l'absurdité de cette guerre, avec des bombardements américains qui ont été faits sur un village vietnamien au napalm, et avec cette photo très célèbre où on voit une petite vietnamienne, la petite Kim Phuc, qui était âgée alors de 9 ans et qui fuit le dos brûlé, totalement nue, horrifiée. On voit l'horreur de ces enfants qui fuient les atrocités, puis derrière des soldats américains.